Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous raconter l'histoire d'un Camerounais au parcours exceptionnel. Il n'est ni homme politique, ni au cadre de l'administration, ni même footballeur professionnel de haut niveau. C'est un Camerounais ordinaire qui a réalisé des choses extraordinaires. Et pour ne rien vous cacher, il s'agit tout simplement d'un enseignant d'université retraité, doublé d'un écrivain dont les œuvres littéraires ont accompagné plusieurs générations de jeunes Camerounais. Quand je vous aurais dit 3 prétendants, un mari, alors vous comprendrez qu'il s'agit de Guillaume Oyonombia qui, après une carrière d'enseignant d'université bien remplie, carrière au cours de laquelle il a tout donné, mais presque rien reçu, a décidé de rentrer chez lui, en Voutsi 2, son village natal, où il mène une vie simple et tranquille. JRVV d'aujourd'hui, nous vous proposons son parcours, le parcours de ce génie oublié. Après 110 km sur la route Yaoundé-Sambilima, nous voici en Voutsi, qui signifie terre fertile. C'est ici, dans ce petit village paisible, que Guillaume Oyonombia, l'auteur de 3 prétendants en mari, a vu le jour le 3 mars 1939. Je peux vous dire que je suis né dans cette maison. C'est une maison qui a été bâtie par mon père, Mbia Yono. Là, la cuisine, c'est la cuisine de ma mère. Et là, c'est la maison principale qui est généralement appelée à Bâle, où les hommes résident, là où tout le monde, bien sûr, se retire le soir pour dormir. C'est là que vous avez les chambres. C'est dans cette petite chapelle du village qu'à l'âge de 5 ans, le petit Oyonombia apprend à lire la Bible en boulou, sa langue maternelle. Plus tard, c'est à l'école primaire d'Ngolban, située à 9 km de son village, qu'il découvre pour la première fois la langue française. Ce qui avait d'avantage aussi, c'était plutôt les cours préparatoires 1, préparatoire 2. Le fait que c'est ici que j'ai appris à parler pour la première fois la langue française. Il y a des petites anecdotes qu'on peut même vous citer dans ces choses parce que nous qui, comme je l'ai dit, n'entendions jamais le français avant d'être à l'école. Par exemple, quand le maître vous dit toi là, pour te désigner, c'est le premier mot que j'ai retenu. Ça fait que pour montrer mes petits aux autres enfants du village qui n'allaient pas à l'école, que je parlais français, je les ai dit, espèce de toi là. Je croyais que c'était une insulte. Les premières lectures, bien sûr, Thierry Mamadou et Bineta. Et nous apprenions beaucoup de choses des pays que nous ne connaissions pas. Dans, par exemple, ce qu'on appelait les contes de la brousse et de la forêt, où il y avait des choses tirées des anciennes colonies françaises, telles que le Tonkin et tout ça, le Siam. Enfin, autant de cultures que nous ingurgitions comme ça, parfois sans beaucoup de compréhension. Même de la part des maîtres qui nous enseignaient, il fallait parler comme dans le Mamadou, même si on ne comprenait pas ce que le Mamadou disait. Le petit Oyonombia, lui, a bien compris le Mamadou et Bineta, et il est même promu en classe supérieure. L'école d'Ngolban ne sera tant qu'au cours élémentaire 1 et poursuit ses études à Hawaï, à 15 km de Voutsi. L'école, c'était juste là où se trouve la résidence du pasteur. Actuellement, la résidence du pasteur, c'était là, n'est-ce pas, notre salle de classe. Vous savez, on avait créé dans la même année un cours préparatoire, cours 1, cours préparatoire deuxième année, cours préparatoire élémentaire 1, élémentaire 2. C'était créé la même année en 1950. 2 ans plus tard, en 1953, Guillaume Oyonombia se retrouve ici à Méthède pour le cours moyen 2 et obtient son CP la même année. En 1953, donc, nous avons eu le CP où les matières étaient plus ou moins celles qu'on fait maintenant, c'est-à-dire calcul et autre chose. Si on avait plus de 5 fautes, à partir de 5 fautes, la note était éliminatoire, on ne faisait plus le reste. Donc, il y a une chose qu'il faut remarquer. Par exemple, pour la dictée, il fallait un blanc. Il fallait que la dictée soit lue par un blanc. Peu importe qu'il soit de nationalité ou autre. Je me rappelle que dans une des salles, on n'avait pas pu trouver mieux qu'un grec, à peine lettré, autant que je me rappelle, pour aller lire dictée. Et je ne sais pas si c'est le premier texte que lui-même lisait en français, mais il fallait qu'il soit blanc. Alors évidemment, toute la salle avait été éliminée à la dictée, puisque personne. Je me rappelle surtout que le texte, j'ai oublié le texte de dictée qu'on nous avait envoyé, mais je le connaissais par cœur. Ça fait que blanc ou pas blanc, je savais déjà ce qu'il fallait écrire. Malheureusement pour le jeune certifié, ses parents n'ont pas suffisamment de moyens pour l'envoyer au collège. Pendant 2 ans,
l'équivalent en temps des classes de 6e et 5e, le petit Oyunumbia se consacre à la culture des produits maraîchers et à la lecture. Pendant le temps que je passais au village, là, les 2 années, je faisais du jardinage, c'est-à-dire je faisais venir d'Avignon, vous ne parlez d'Avignon, il y avait là une maison, n'est-ce pas, les paysans à Avignon, France, qui envoyaient des sachets de grains. Alors il y avait donc les salades, les laitues et tout ça, tous les trucs européens que je plantais derrière la cuisine même que je vous ai montré. J'avais un grand jardin, mais beaucoup de choses que je plantais, je ne savais même pas comment les consommer. C'est ainsi que c'est les Blancs qui venaient, qui me connaissant pour mon goût de la lecture, en dehors de venir acheter mes salades et tout ça, me donnaient aussi leurs vieux romans. Alors je lisais un peu de tout. Ce qu'on appelait la fameuse série noire et tout ça, les grands auteurs de l'époque, James Hadley Chase et compagnie, tout cela pour m'occuper. Et il y a eu aussi une jeune dame, épouse dans les bancs de la série, M. Gouriou, qui était allemande et qui ne parlait pas un mot de français. Mais chaque fois qu'elle venait, alors elle m'apprenait beaucoup d'affaires, forcément, puisque elle avait vu que je parlais quelques mots en allemand à l'époque. Elle aussi m'apportait des journaux, tout ça. Et le plus remarquable, c'est qu'il y a eu une certaine complicité quand même entre tous ces gens étrangers qui le fussent, mais quand même, le fait de trouver un petit garçon de mon âge. Et c'est d'ailleurs à force de venir acheter des salades que j'ai pu faire la connaissance de M. Depury et de son épouse, qui venait d'être affecté à ma tête pour diriger ce qui devait devenir alors l'époque cours complémentaire, c'est-à-dire jusqu'en 3e, alors qu'à ma tête il n'y avait guère que la 5e. La 4e, j'ai donc eu l'honneur d'appartenir à la première promotion de 4e par concours, puisqu'on s'était perçu que je parlais anglais. Pendant les vacances, comme je vous avais expliqué, il y avait Madame Wolf qui enseignait l'anglais en 5e, qui, par suite de chahuts faits par des élèves, nous avons obligé à entrer dans la classe où elle enseignait l'anglais. Et alors, elle m'a dit, non, il faut... Elle voulait nous faire voir, n'est-ce pas, la gravité de la situation, venir faire du chahut là où les autres apprennent l'anglais, une langue si difficile. Alors mon camarade qui s'est pris, mais Guillaume parle anglais, il connaît là. Et la dame de me mettre entre les mains son livre qu'elle utilisait pour la 6e, pour la classe de 5e, qui était un peu d'ailleurs un livre de 6e. Et la dernière leçon, c'est-à-dire la plus difficile, elle m'a fait lire et expliquer. Alors, du coup, elle a dit aux élèves, voilà votre camarade qui va vous enseigner l'anglais mieux que moi, d'autant plus qu'elle ne parlait pas français. Madame Wolf, dont son médecin de mari, d'ailleurs, elle fait grande impression. Peut-être il y a encore des pavillons là à l'hôpital qui portent son nom. Et voilà, le fait étant connu, tous les élèves de 5e qui avaient des problèmes d'anglais savaient à qui s'adresser. Ce qui, par la suite, m'a fait autoriser, enfin, par le directeur, M. Depury, qui devait être le directeur du cours complémentaire en formation, il m'a donc fait faire le concours d'entrée en 4e. C'est pour ça que j'ai commencé mes études secondaires, proprement dites, par la classe de 4e. Là, c'était donc 57-58. Par la suite du cours complémentaire, de méthode de la 4e, on s'est encore aperçu que je connaissais l'allemand. En tout cas, à un niveau qui dépassait quand même le niveau normal de 4e ou même de 3e. Et puis j'avais remarqué que, vous savez, le brevet de l'époque, lorsqu'on échoue à une matière, on venait reprendre, c'est-à-dire on appelait la deuxième session et tout. Ceux qui étaient recalés en anglais venaient en Boursie. J'en connais qui venaient même m'aider dans la plantation où se trouve maintenant ma maison. Ils travaillaient le matin et le soir, je leur faisais des révisions et ils obtenaient le brevet. Beaucoup l'ont obtenu avant que moi je ne sois entré en 4e. Alors je me suis dit, mais puisque tout le monde fait ça, ce n'est pas la peine d'enseigner les gens sans avoir le diplôme et que les gens là, eux soient diplômés avant vous. Toujours aussi surprenant, ce jeune autodidacte des langues étrangères réussit au test d'entrée en 3e au prestigieux collège évangélique de Libamba. C'est en 1958. J'ai été d'abord bien accueilli, un peu comme une sorte de phénomène, parce que personne n'était jamais entré les Libamba en 3e directement comme ça, sans être passé par la 6e. Et quand vous ajoutez cela au fait que je n'ai pas fait la 6e ou la 5e, puisque ayant commencé mes études secondaires seulement en 4e,
d'être les Libamba là. Vous voyez qu'à la rentrée, beaucoup d'élèves s'attendaient à me voir inscrit. On m'appelait le gros sixième là. C'est-à-dire on croyait que tout élève nouveau allait entrer en sixième. Parce que ceux qui étaient partis d'ici et qui me savaient dans cette fameuse fin d'études, qui, comme son nom l'indiquait, signifiait pour beaucoup la fin de toutes les études possibles et imaginables. Alors, je me retrouvais en troisième, et qui plus est parmi les meilleurs élèves d'allemand et tout. Parce que c'était devenu une habitude à Libamba, tous les premiers prix de français, tous les premiers prix d'allemand, premiers prix de... en tout cas, anglais, oui. En anglais, même, il y a eu une chose assez étrange, c'est que j'avais une moyenne générale de 40. C'est dur sur 40. Ça dit tous les points possibles et imaginables. Alors, déjà en troisième, j'ai aidé certains de mes élèves, mes camarades, candidats au baccalauréat. C'est moi qui faisais, je les aidais à faire leur devoir d'anglais, etc. Nous sommes les bibliothèques de l'indépendance, puisque nous avons obtenu en 59. 59, en 59, ça veut donc dire que le 1er janvier 60, nous avons défilé à Zoaitele, on nous appelait les breveteurs de l'indépendance. Ce n'était pas un petit honneur, comme s'il y avait d'ailleurs des petits honneurs. En 1961, le petit Oyonombia est lauréat d'un concours inter-État africain de dissertation sur le thème « Le rôle de l'avion dans le développement des pays africains ». Son prix, décerné conjointement par des compagnies aériennes Air France et UTA, lui donne droit à un séjour de 3 semaines en France. J'ai pris l'avion pour la première fois. De toute façon, l'avion que j'ai pris était le premier que je voyais sur le sol. Je n'étais jamais entré à l'aéroport, à Douala, où nous devions passer la nuit, c'est-à-dire passagers en transit. On nous a amenés à l'hôtel Aquapalace. Ça allait de merveille en merveille, puisque c'est la première fois aussi que je voyais Douala. Je connaissais le chemin de fer jusqu'à Macaque. Alors Douala, c'était une affaire. Je me suis pris d'amitié, ou plutôt un jeune grec qui avait remarqué que j'étais vraiment novice dans cette affaire, lui qui était un de ces gens-là, qui était presque cosmopolite, là, voyageant partout. Quand on était écouté l'un de l'autre, je lui ai dit que j'allais en France pour la première fois, et même que je prenais l'avion pour la première fois. Il m'a demandé, au fait, est-ce que tu connais Douala? J'ai dit, non. Donc, tu ne verras pas grand-chose. Donc, après le repas du soir à l'hôtel, quand il m'a d'abord montré comment on faisait fonctionner l'ascenseur, du moins jusqu'au premier étage, et tant d'autres choses. Vous savez, il y a parfois des choses aussi simples qu'on enseigne à personne, hein, que les gens prennent pour des faits accomplis. Ils sont partis le lendemain. Ce n'était plus dans le même avion. Il y avait déjà, on avait trouvé à l'aéroport, Boeing 707, intercontinental. C'est là aussi que j'ai retrouvé les autres qui avaient gagné les autres prix. Ce qui m'impressionnait, c'est que j'ai pu écrire sur une chose que je n'avais vue ailleurs que dans les airs. Et pour ne rien vous cacher, je n'étais pas tout à fait néophyte dans l'affaire. Parce que toute la géographie qu'on nous enseignait, tout ce qu'on nous enseignait, c'était la France. On ne parlait pas du Cameroun. Il y avait peut-être quelques petites lignes sur le Cameroun, là, comme faisant partie de l'Afrique équatoriale française, machin. Mais Paris, c'était ça. C'était des chapitres entiers. Je connaissais Versailles, sans y avoir été. Et tout ceci, je ne faisais que me retrouver. Les gens, nos guides s'étonnaient. Par exemple, quand nous allés à Rouen, évidemment, on nous a fait manger dans un restaurant qui était près de l'endroit où avait été brûlé Jeanne d'Arc. Quand je leur ai parlé de ces choses, n'est-ce pas, le procès de Jeanne d'Arc, le machin et tout, et même les itinéraires routiers. Vous savez ce qu'on faisait à l'époque? On faisait dessiner la carte de France à main levée. Ce n'était pas des questions qu'on posait sur une carte déjà faite, comme on fait la plupart du temps dans la méthode moderne. On s'attendait à ce qu'on puisse dessiner la France. Des questions comme les affluents de la rive gauche de la Seine, vous vous rendez compte? Alors que beaucoup d'entre nous auraient été capables d'écrire le Nion correctement ou bien d'écrire le Sceau ou d'autres rivières. Alors voilà, toute cette éducation laissait forcément des traces. Et on s'est étonné que je parle d'endroits où je n'avais jamais mis les pieds, si bien que pendant longtemps, personne n'a voulu croire que je n'avais pas encore été en France. Mon retour, la première chose que les gens m'ont reproché, c'est d'être revenu. On dit comment? Tu vois la France et tu reviens. Alors, le plus grand choc, c'était Pigalle. Nous en parlions sans savoir ce que c'était, à l'époque où
Alors, quand le territoire, je veux dire, était vraiment jalonné par toutes ces femmes, vous en comptiez des centaines comme ça alignées. C'est en classe de seconde que Guillaume Oyonombia écrit la pièce « Trois prétendants, un mari ». L'histoire trouve son origine dans un fait de société survenu en Voutsi, son village natal. Il s'agit d'un mariage forcé et intéressé de sa cousine. Pierre Fichet, son professeur de français, récupère par erreur le cahier dans lequel le petit Oyonombia relate, sous forme dialoguée, ce fait de société survenu dans son village. Le professeur tombe amoureux de l'œuvre et lui demande de l'enrichir. Quelques semaines plus tard, la pièce est jouée pour la première fois par ses camarades au collège de Libamba. Elle sera reprise par la plupart des établissements secondaires protestants de l'époque. C'est le début d'une grande aventure littéraire. La pièce est pressentie pour être jouée lors de l'inauguration du Centre culturel français de Yaoundé. Mais l'auteur, inconnu du grand public, est introuvable. L'ambassadeur de France au Cameroun lance en vain des recherches à travers le monde. Et puis, à l'oral du probatoire à l'époque, première partie du bac, le miracle se produit. J'ai aussi bien répondu sur Corneille, que le monsieur me dit, bon, vous connaissez bien vos auteurs français, je vais vous interroger sur un Camerounais que vous ne connaissez pas. Et je vois sortir la réunion de ma pièce, le tir du droit. Bon, monsieur Oyonombia, non, il ne m'a même pas appelé. Il connaissait l'auteur. Parce qu'en tout cas, il n'imaginait pas que l'auteur pouvait être au Cameroun. Et il y avait peut-être aussi une certaine confusion avec mon illustrissime homonyme Ferdinand, qui était ambassadeur à Paris. Alors, il me dit, bon, lisez, c'est marrant, un passage à lire. Est-ce que je dois être vendu comme une chèvre, etc., etc. Il m'a dit, j'ai donc écrit comme n'importe qui. J'ai répondu comme n'importe qui pouvait répondre, après avoir écrit une chose, peut-être pas de façon explicative. En tout cas, il m'a dit, vous n'avez pas du tout compris la pensée de Guillaume Oyonombia. Lui s'est donc mis à me présenter un Oyonombia avec qui je n'avais que de vagues. Enfin, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et Oyonombia a présenté tout en France. Alors, c'est tellement bon, vous voyez, la première fois qu'on parlait de moi, c'est bon en français, et surtout en français. Alors, il me dit, vous avez compris? Je dis, oui, monsieur, je ne croyais pas avoir entendu dans ma pièce. Alors, il me dit, votre pièce? Je me suis dit, mais vous avez écrit? Et alors, dans le livret scolaire, on avait écrit, élève très brillant, écrit une pièce trop prétendante. Non, mais pas possible. Nous sommes allés à l'ambassade de France. L'ambassade de France, qui n'était pas encore là où elle se trouve maintenant, c'était en face du MINERES, ministère des Affaires étrangères. Disons, le bâtiment est encore là, puisque ça a servi après comme ambassade d'Allemagne, je crois. Il y avait un groupe de monsieur qui s'affairait autour d'un appareil, ça devait être un Telex ou un tout ça, pour envoyer des messages en Europe. J'étais loin d'imaginer que les messages me concernaient, parce qu'on ne savait pas où se trouvait Guillaume Oyonombia. On voulait m'informer quand on jouait la pièce. À partir de l'ambassade, donc, ils envoyaient des messages à notre ambassade de Paris, parce qu'on n'imaginait pas en écrivant ailleurs qu'en France. Alors je n'emmenais pas large quand même, entrer comme ça à l'ambassade. D'abord, en culotte courte et tennis, là, et puis c'est un peu, vous admettrez, c'était un peu insolite, du moins pour ceux qui me regardaient et qui étaient pour la plupart là, en costume 3 pièces et machin, la mode camerounaise de l'époque. Alors, voilà, j'ai trouvé l'auteur de la pièce, et je me rappelle que la femme qui devait être chef de secrétariat, elle dit, c'est ça l'auteur? Alors, il a été corrigé, on lui dit, non, c'est lui l'auteur de la pièce. On a, comme on dit, ça avait le champagne, mais je n'ai pas été très impressionné par le champagne, je crois, parce que sur le moment, j'ai toujours eu l'impression, en revoyant ce moment-là, à l'époque, ça m'a donné, ça me faisait un peu comme du bicarbonate de soude. Alors, la dame qui avait dit c'est ça l'auteur, la veille, était tout sourire. Autant que, ah, monsieur Oyonombia, on va s'occuper de vous. Il m'a dit, voilà vos bons d'essence, voilà votre ordre de mission. Encore un terme qui ne m'était pas familier, les bons de mission.
enfin, vos ordres de mission. Vous savez que ça avait une résonance, comme, puisque du fait j'étais un élève d'une école qu'on appelle missionnaire. Alors j'ai un peu associé ça à cela. Mais ce n'était pas ça, c'était le cas. Bon de mission, et vous avez donc 4 jours de mission. Et c'est quand on appelait le chauffeur que j'ai compris que c'était sérieux. On m'a dit, voilà votre enveloppe personnelle. Et alors, on ne m'avait pas expliqué l'utilité de l'enveloppe, ni d'ailleurs le contenu. Vous savez que les termes qui sont devenus usuels maintenant, il a une enveloppe de tel. Maintenant, il est de mode de parler du contenant plutôt que du contenant, et non pas le contenu. Donc, je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Je suis sorti avec tout ceci, puis on appelle le chauffeur. Le monsieur est venu garer une 403. La nouvelle se répand que je suis allé voler une voiture de l'ambassade. Ma sœur, qui s'est désolée déjà, me voyait déjà, c'est pas moi, en prison et tout. Ma sœur aînée. Alors, je lui ai dit, mais comment? Est-ce que je pouvais à la fois voler la voiture et le chauffeur? Puisque le chauffeur était... Moi qui n'avais d'ailleurs jamais piloté un véhicule. Alors, le chauffeur qui me dit, patron, est-ce que... Il m'a demandé de lui trouver quelque chose pour laisser la ration, comme on disait à l'époque. Vous savez qu'à l'époque, à cette époque-là, les femmes allaient facilement marcher avec 200 francs. Les choses étaient loin de coûter ce qu'elles coûtent maintenant. Et quand je lui ai dit, mon pauvre ami, comment voulez-vous que je vous donne l'argent? Il m'a dit, mais et votre enveloppe personnelle? Alors, vous voyez, c'est le chauffeur politique qui m'a ouvert les yeux. C'était aussi la première fois que je voyais 100 billets de 1000 francs. Voilà ce qu'on m'avait... je vous pourrais dire que c'était une sorte peut-être il y avait là-dedans ce qu'on pourrait appeler droit d'auteur, n'est-ce pas? Mais je crois que la somme, même, n'est-ce pas, pour l'époque, était vraiment une très grande somme. Quand vous pensez, par exemple, que nous payons 21 000 francs à l'Ibamba, livres compris, pour une année scolaire, vous voyez, ça... livres et tout ça, 3 repas par jour et compagnie. Donc, c'était une générosité qui m'avait un peu frappé. J'ai terminé un jour avant ce que j'avais à faire, puisque les gens que je suis allé chercher, je les ai trouvés en pleine répétition. Ma présence n'a fait que, n'est-ce pas, n'a servi qu'à formuler quelques suggestions, etc., pour la mise en scène. Le 30 juin 1961, la pièce de théâtre « Trois prétendants, un mari » est effectivement jouée lors de l'inauguration du Centre culturel français de Yaoundé devant un parterre de personnalités, dont Paul Biya, alors directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Quelques jours plus tard, il l'invite à déjeuner à sa résidence. Le jeune Oyonombia est alors au rendez-vous. Voilà le chauffeur. Il va t'accompagner à la maison. Évidemment, une Mercedes. Il m'amène donc vers monsieur. Bon, monsieur. Il ouvre la porte arrière, enfin, la porte de la place. Je dis, mais monsieur, moi j'ai ma mobilette. Alors, il dit là. Il était embarrassé. Il dit, bon, d'accord, tu veux me suivre. Alors, je prends la mobilette. Et c'est la première fois au Cameroun. Peut-être c'est qu'il y avait eu d'autres où la Mercedes a escorté une mobilette. Alors, vous voyez donc... Alors, les gens s'arrêtaient parce que la mobilette, la Mercedes allait marcher à l'allure de la mobilette. Parce que des gens voyaient une voiture officielle et s'écartaient, les voitures se mettaient, on connaissait la voiture. Mais quand on voit que moi, derrière, mobilette, je dis une mobilette, ça ne faisait pas plus de 35, 40 ans. Arrivé dans la maison. On arrive dans la maison, vous voyez, en face de l'aéroport. L'immeuble est encore là, l'immeuble bleu et tout, il habitait. Je garde, pendant que le chauffeur garde la voiture, moi je garde la mienne, parce qu'il fallait quand même mettre l'antivol. Vous voyez le truc comme là. Bon. Pendant que je fais ça, le chauffeur est monté. C'était au deuxième étage, à droite. C'est pas le premier étage à droite, en tout cas c'était à droite. Le chauffeur monte. Et il va sonner. Madame, j'en ai bien ouvrir. Le chauffeur dit, le patron m'a dit d'amener le type là ici. Bon. On dit comment? Paul sait qu'on attend. Il a envoyé encore. Qu'est-ce qu'il a envoyé ici? C'est ce qu'elle a dit. C'était avant l'arrivée du président. Alors, moi, allez,
j'entre. J'ai eu la prétention d'aller vers le salon. Elle dit, allez. On m'a mené vers la cuisine. Mais comme on est à l'étage, la cuisine était derrière. Alors je suis allé m'installer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? De toute façon, je suis déjà là-dedans. Je me disais bien que ce n'était pas moi qu'on invitait. Alors, il fallait voir tout le tralala, tout le balai que les cuisiniers et les autres faisaient, à qui on donnait des instructions pour recevoir Yonimbia quand il serait là. Et moi, j'étais donc assis derrière le frigidaire. D'où on sortait les boissons qui devaient me réfléchir alors que j'avais soif. Mais je n'osais pas demander. Alors, Ponlon est arrivé. Il m'a dit, où est le gars d'écrivain? On a dit, je n'ai pas encore vu ces Mercedes. Alors que personne ne voyait ma mobilette. Vous voyez comme c'était comme ça. Alors, un peu comment les choses se passaient. Mais quand Biya est venu, ça a changé. Il arrive, il monte l'escalier. Vous voyez comme le grand sportif qui était. Ah, il s'inquiétait. Comment est-ce que Dieu me doit? Et puis les gens, monsieur le directeur, comment vous. Bon, alors, tous les gens doivent passer. Oh, monsieur le directeur. J'entendais tout à travers la porte qu'on ne sait pas. Qu'on en trouvait pour servir le champagne aux gens qui étaient en eau, même bien. Qui n'avaient pas encore bu un verre d'eau. Et elle demande. Dieu m'a dit. Oui, Dieu. Non, vraiment, je vais te répondre. Alors, elle a amené. Parce que tu vois, sur un étage, on ne peut pas aller derrière la maison. Alors, ils sont venus plutôt là où j'étais, le balcon ailleurs, d'où on servait tout. Ils sont venus dire, mais comment tu peux faire ça? Tu sais qu'on t'a envenu là. Et tu m'envoies encore les villages. Quel village? Mais, et moi, et quand je dis, mais, Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais tout a changé. Vous comprenez? Le premier était de m'amener dans la salle. Ah, je lui dis, non, mais comment est-ce qu'on va expliquer aux gens que Dieu m'était là? Je dis, non, puis quand tout le monde, les gens, parce qu'elle n'était pas au théâtre. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas se rappeler ma physionomie. D'ailleurs, je ne prétends pas que les gens doivent se la rappeler, mais enfin, voilà. Quand elle m'a demandé, qu'est-ce que vous... Oui, mais voilà l'écrivain, parce que les autres, tous on voulait. Je dis, non, oh là, excusez-moi, mesdames et messieurs, j'étais allé aider ma cousine à la cuisine. Alors, tout le monde a compris ça comme ça. En 1962, j'arrive en Grande-Bretagne par l'entremise, et plutôt par l'assistance plus que vraiment bienfaisante de mon ami. Il s'agissait d'aller entrer dans une école d'interprète où quand Noir d'abord n'a pas été admis, ça s'appelle London Tuition Center. On appelle ça, c'est Oxford Street, c'est vraiment le centre même de la ville. Au bout de 2 examens qui devaient couronner mes études, le diplôme était diplôme of Interpreter Translator. Puis l'autre, obtenu en juin 1965, était Advanced Diploma, c'est-à-dire que diplôme supérieur of Interpreter Translator. Autant que je sache, personne n'avait encore obtenu ça au Cameroun. Mais les diplômes, ils étaient 2. Et surtout, sorti major. De retour au Cameroun en 1969, nanti d'un diplôme de traducteur-interprète, Guillaume Oyonombia est recruté à l'université de Yaoundé en qualité de professeur assistant au département d'anglais de la faculté des lettres et sciences humaines. En 1970, Oyonombia remporte le prix littéraire du président de la République de l'époque, El Hadj Amadou Ahidjo. Le prix lui est remis le 10 janvier de la même année dans la salle du cinéma-théâtre Abia en présence d'une dizaine de chefs d'État africains venus prendre part aux festivités marquant le 10e anniversaire de l'indépendance du Cameroun. Chose étrange, tous les invités reçoivent leur carton d'invitation, mais pas le lauréat. Le jour J, Guillaume Oyonombia s'entête, franchit toutes les barrières de sécurité, mais il est refoulé à l'entrée de la salle. Hey, billet! Je dis, monsieur, mais comment? Attends. Et il s'est mis à faire un commentaire à Newondo. Que la Oyonombia a pris, il n'y a que. On va donner un prix à Oyonombia. Et où va-t-il celui-là? Bon. Ouais, je dois rentrer. C'était encore 1 heure avant le début de la cérémonie. 1 heure ou bien 1 heure et demie. Je suis rentré. On me dit encore, mais comment? Tu reviens comment? Je dis, mais on m'a dit que je ne suis pas Oyonombia. Alors, je suis rentré donc à la maison. Le temps a passé, même pas beaucoup de temps. Démarrage
d'une caravane de Mercedes. Parce qu'il ne fallait pas que Ijo trouve absent celui qu'il venait chercher. On amène donc, on arrive. J'ai retrouvé le même policier qui avait dit que c'est. Il était là, tu me reconnais encore? Alors le président Ijo arrive. Il arrive donc, mais j'étais déjà installé, avec cette différence. La salle était bondée. Aussi bien l'étage supérieur, tous les balcons, tout. Seulement, j'étais assis à côté de 20 fauteuils. Vite. Parce que le protocole avait pensé à envoyer, que Oyonombia devait apporter 20 membres de sa famille, y compris lui-même. Sauf qu'il n'avait pas pensé à chercher où était Oyonombia. Alors j'avais l'air, je ne sais pas moi, un peu que quand tu serais perdu dans une île déserte. Vous voyez un peu. Alors je suis là, Oyonombia. Alors les gens ont cru que c'était peut-être pour mieux m'honorer. Et j'honore la mémoire de celle-là qui croyait comme honoré, mais seulement, ce n'était pas ça. Moment de couronnement tant attendu, Guillaume Oyonombia reçoit son prix des mains du président Ahidjo. Visionnaire des temps modernes, précurseur de la satire socio-rurale en Afrique noire, Guillaume Oyonombia a su mettre en scène très tôt les problématiques d'une Afrique en crise de repères. Mariage forcé, dévoiement de la dot, émancipation de la femme africaine, etc. Des œuvres littéraires publiées aux éditions Clés depuis 1964. En 1964, au lendemain de la création des éditions Clés, les éditions Clés s'ouvrent à la littérature générale. On en vient donc à recevoir des manuscrits de théâtre, de romans, de poésie. Et il y a une véritable opération de promotion de ces différents genres, notamment du théâtre. Et la pièce de Guillaume Oyonombia, à côté de celle d'autres éminents écrivains comme Bernard Dadier, retient l'attention de l'équipe de Clés et elle paraît donc dans cette première version en 1964. Cette édition-là sera revue et augmentée parce que ce qu'il faut dire au sujet de Guillaume Oyonombia, c'est que c'est véritablement un dramaturge qui écrit des textes et qui est attentif et sensible à la réaction des metteurs en scène parce que étymologiquement le théâtre est fait pour être joué et non pour être lu. Donc Guillaume Oyonombia intègre ces éléments en épaississant et en augmentant le nombre de ses personnages, en étant attentif à tous les éléments de didascalie que lui suggèrent les metteurs en scène. Donc une nouvelle édition de cette pièce paraît en 1969 et c'est celle-là donc qui a battu à ce jour tous les records d'édition, de réimpression, dont les droits ont été cédés à Press Pocket à un moment donné et qui est pratiquement enseignée et représenté à travers le monde. Guillaume Oyonombia l'a lui-même représenté en Angleterre. La pièce a été représentée en France. Elle a été représentée partout dans ce pays. Donc la carrière ainsi magistralement commencée se poursuit par d'autres textes du même auteur. Donc Guillaume Oyonombia va écrire une autre pièce, Jusqu'à nouvel avis, qui est en fait une pièce qu'il écrit pour participer à un concours organisé par la BBC. Et sur 340 textes reçus de 17 pays différents, le train spécial Jusqu'à nouvel avis est donc la pièce lauréate, la pièce de Guillaume Oyonombia. En fait, cette pièce, ce qu'il faut dire au sujet de Guillaume Oyonombia, c'est qu'il est parfaitement bilingue. Il écrit indifféremment en français et en anglais. Et Jusqu'à nouvel avis est paru d'abord en anglais et a été ensuite traduite et adaptée en français parce que là aussi, sur les conseils d'Ambroise Mbia, Guillaume Oyonombia va retoucher le texte en français et il va le faire paraître. La pièce également sera jouée et parmi les comédiens qui jouent cette pièce, il y a les comédiens camerounais les plus connus, Daniel Ndo, faudrait-il le rappeler, a joué dans cette pièce. Ambroise Mbia lui-même a joué pour les pièces de Guillaume Oyonombia. Il y a un personnage qui a été fameux dans des feuilletons au Cameroun qu'on appelait Essola, Salomon Tatfo, qui a également joué dans cette pièce-là. Donc, Guillaume Oyonombia poursuit cette carrière-là. Il écrit d'autres pièces, Le train spécial de son excellence, Notre fille ne se mariera pas, Le Bourbier. Et il écrit également des chroniques qui sont parues aux éditions Clés en 1972, les chroniques d'Mvutesi, qui étaient originellement écrites pour
ce qu'on appelait la collection Lecture pour tous. Il y avait donc dans cette catégorie des petits textes légers bien écrits et Guillaume Oyombia a fait paraître donc 3 tomes des chroniques d'Mvutesi qui racontent un peu la vie paysanne, celle qu'il maîtrise le mieux, celle de son terroir d'Mvutesi, qui est devenue célèbre, soit dit en passant, du fait qu'elle a vu naître cet écrivain parce que beaucoup de chercheurs sont allés pratiquement en pèlerinage en Mvutesi pour rencontrer Guillaume Oyombia et pour toucher du doigt la réalité qu'il inspire. Parce qu'en réalité, quand un écrivain écrit, il s'agit simplement du grossissement de certains traits de ce qu'il vit dans son environnement immédiat et au quotidien. Alors, qu'est-ce qui explique le succès des 3 prétendants en Marie? Il faut relever que cette œuvre, en plus d'avoir été représentée partout, depuis la 2e édition de 1969, n'a plus quitté les programmes scolaires, ni au Cameroun, ni ailleurs. Il y a quelques ailleurs, c'est au Sénégal. Nous avons, il y a 5 ans, reçu une commande de 10 000 exemplaires de cette œuvre qui est au programme au Sénégal. La distance, parfois, fait que nous ne sommes pas au courant de la demande à travers le continent. Mais à l'occasion de rencontres que nous avons avec des éditeurs, avec des enseignants, avec des chercheurs, nous avons des échos du comportement de cette pièce-là. L'œuvre est au programme au Sénégal, elle est au programme au Mali, elle est au programme au Niger. On nous la commande au Gabon où elle est au programme aussi, au Congo, à travers tout le continent, cette œuvre est au programme. Son succès peut s'expliquer, peut-être pas par la thématique, parce que ce serait trop facile de dire que le thème rend une œuvre célèbre. Je crois que le succès s'explique par la qualité de l'écriture, la légèreté de ton avec lequel l'auteur traite de sujets plutôt graves. Parce que Guillaume Oyombia dit précisément dans la préface de cette pièce-là que son intention est de divertir. Il ne veut donner aucune leçon. Il parle aux gens de ce qui les touche, de ce qu'ils vivent au quotidien. Et il attire simplement leur attention sur des détails qui sont d'une certaine importance et auxquels ils ne font pas attention au quotidien. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de Guillaume Oyombia par rapport aux autres écrivains camerounais? La première chose, c'est que Guillaume Oyombia est identifiable dans notre littérature comme dramaturge. Assez souvent, à la recherche de ses marques et parfois du succès, les écrivains naviguent d'un genre à un autre. J'ai signalé tout à l'heure qu'il avait écrit des chroniques, mais Guillaume Oyombia entra dans l'histoire de la littérature africaine et même de la littérature mondiale comme dramaturge. Il s'est donc plus ou moins spécialisé dans un genre et il a excellé dans le genre dans lequel il s'est spécialisé. L'autre chose qui fait la particularité de Guillaume Oyombia, c'est sa polyvalence. Il écrit indifféremment en français et en anglais. Et ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on lit le texte, bon, je n'ai pas les qualités, les capacités pour lire les textes en anglais et apprécier la qualité de son écriture. J'en ai minimalement la prétention pour les textes en français. Lorsqu'on lit le texte de Guillaume Oyombia en français, on ne s'ennuie pas. Il y a une espièglerie, il y a un tel génie dans ce qu'il écrit, un tel humour qu'on ne peut que prendre du plaisir en lisant les textes de Guillaume Oyombia. Et j'ai l'impression que c'est l'un des rares auteurs, l'un des rares dramaturges dont la lecture des textes peut valoriser la mise en scène. C'est-à-dire qu'on ne se contenterait pas pour Guillaume Oyombia d'aller voir le spectacle. Parce que si les comédiens ne sont pas à la hauteur, on perd la substantifique moelle de son texte. Parce qu'il faut être capable de rendre le texte comme il écrit et comme il a senti. Ce qui fait la qualité fondamentale de l'œuvre de Guillaume Oyombia, c'est la légèreté de ton, la légèreté avec laquelle il aborde les questions, la limpidité de son écriture. Donc, il faut, contrairement à la plupart des autres dramaturges, pour Guillaume Oyombia, lire ses textes et aller les voir représenter et non l'inverse. Écrivain-conteur, Guillaume Oyombia est aussi pour beaucoup l'un des plus grands dramaturges camerounais depuis l'indépendance. Quelques notes éparpillées ça et là dans un cahier de vacances connaissent jusqu'aujourd'hui, à travers 3 prétendants un mari, un retentissement inexplicable. Les élèves sont très sensibles au problème de la dot que l'auteur pose, à la manière dont les parents de l'héroïne Juliette s'y prennent pour l'offrir à celui qui donnerait le plus d'argent possible à ses parents. Juliette est présentée un peu comme une valeur marchande
Elle a été à l'école, elle est intelligente, elle est belle, elle est séduisante. Et les parents veulent en tirer le meilleur parti possible. Et je crois que ça intéresse les enfants parce que ce matérialisme-là, cet intérêt sont vraiment au goût du jour. Aujourd'hui, beaucoup de familles, beaucoup de femmes continuent de penser que celui qui veut les épouser ou celui qui s'intéresse à elles doit casquer pour les avoir. Donc je crois que les élèves sont très sensibles à cet aspect-là et évidemment, les filles sont parfois un peu offusquées par la manière dont les parents présentent cette situation. Même si le problème de la dot ne se pose pas exactement dans ces termes-là dans nos sociétés, il est quand même question d'intérêt, de matérialisme, de sentiments, j'allais dire monnayés. Et puis aussi, il est question de la liberté de la femme. Les jeunes filles trouvent intolérable qu'on ne veuille pas qu'on choisisse leur conjoint sans même s'en référer à elle. Après un début de retraite très difficile, Guillaume Oyonumbia regarde désormais le monde à partir de son village de Mvutesi. Ye metele wongba fu ye metele wongba fu mayanga wo ye ngba fu ye metele wongba fu mayanga wo ye metele wongba fu ye metele wongba fu mayanga wo ye metele wongba fu Son épouse, qu'il a soutenue dans tous ses combats, l'entoure aujourd'hui de toute son affection. Elle le connaît mieux que quiconque. Mon mari n'est pas méchant, il est plutôt jovial, il rit avec tout le monde, il raconte ses misères comme si c'était son bonheur. Il est comme ça, il n'est pas compliqué du tout. On prend la vie telle qu'elle se présente devant nous. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de soucis. Nous aimons le bon vin, la bonne vie. C'est les moyens qui ne sont pas... On n'a pas assez de moyens, autrement dit, on serait très heureux. Dieu nous a donné la vie, certes, mais le reste, on ne sait pas. Ou c'est lui, ou c'est les autres, on n'est pas... Mais de toutes les façons, tout ce qu'on peut lui demander, c'est nous donner un peu de vie, qui nous accorde longue vie. Et puis quand même aussi que certaines personnes, je ne sais pas, s'il peut manier les cœurs des uns et des autres pour qu'ils sachent que nous ne sommes quand même pas les derniers dans ce pays. Ce n'est pas nous qui devons quand même, je ne sais pas, vivre comme on vit. Je crois que s'il y avait un peu de bonne volonté, de part et d'autre, on vivrait mieux. Quoi qu'il arrive, Guillaume Oyonumbia, homme simple et ordinaire, prend toujours la vie du bon côté. Le dimanche, il prie souvent 2 fois en chantant avec les paroissiens de Mvutesi 2. Au sein de cette église, donc, je suis ancien d'église d'abord. Ancien d'église, puis je suis aussi responsable, c'est-à-dire président de l'association chrétienne des hommes, ACHEPC. Donc je suis président paroissial. Je suis plus ou moins l'organiste du presbytère Métède. Généralement, quand il y a des réunions, même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ainsi que je suis invité pour aller, par exemple, à une conférence à Koum, l'appel de Koum Kimité.
Et je sais que généralement, ce genre d'invitation, c'est toujours l'organisme qu'on invite avant d'inviter les fidèles. Une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir, et la nuit s'étend sur le village. Les femmes bercent leurs enfants et les hommes allument leurs pipes. Oh, oh yeah. Et la nuit s'étend sur le village. Bo, 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 bo. Et au clair de lune, écoutez-le, Sengamoba, le tam-tam résonne. Oh, 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 envoûtant nos corps et âmes. Si son regard d'écrivain se pose surtout sur des problèmes de société, Guillaume Oyonombia a sa façon à lui de voir la politique. Quand la politique consiste à mener la vie de la cité, je l'aime. Mais tout le monde n'est pas obligé d'en faire. C'est un métier. Hein? Je suis écrivain, pourquoi faire la politique ensuite? Mais je ne voudrais pas des gens qui utilisent la politique comme le seul moyen de devenir grand. Comme on dit grand avec G majuscule. Non. J'aime les gens qui font la politique pour aider les autres. La politique, c'est-à-dire que je vous dis, mes frères, je suis maire, voilà comment on doit vivre et tout ça. Mais pas vous dire que je deviens maire parce que demain, on va me nommer ceci, machin. Et qui attendent fébrilement devant le poste de radio, qui est encore nommé là. Et traité d'imbécile, ce qu'on a nommé, et de seul sage, celui qu'on n'a pas nommé. Alors, c'est pas comme ça que j'aime la politique. J'aime la politique quand les autres la pratiquent de cette façon. Mais moi, je n'ai jamais souhaité la pratiquer. Sachant que par rapport à nos pays ici, c'est des postes essentiellement, ouais, vous êtes grand aujourd'hui, les mêmes personnes qui viennent vous applaudir pour les machins, allez, voilà, les machins. Je n'aime pas les applaudissements éphémères. Tel qu'on a applaudi hier, parce qu'il a apporté. Mais attention, les applaudissements ne sont pas toujours unanimes. Celui qui n'a pas eu son bout de pain ou sa damsane de vin n'applaudit pas de la même façon que tel. Alors, si par politique, on veut entendre les tournées de remerciements, je parle. Pourquoi est-ce qu'on n'applaudit pas avant d'avoir été nommé? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus? Vous voyez, la politique visant essentiellement ce qu'on a d'abord eu, ou bien ce qu'on espère avoir, n'est pas, à mon avis, ce qu'on appelle politique. C'est quand on veut vraiment dire que je voudrais faire ceci pour le pays. Faites tout ce qu'on vous demande de faire. Mais faites-le de façon à ce que les autres vous prennent en exemple. Après avoir sorti le nom d'un Mvoutsi de l'anonymat et écrit la pièce « Trois prétendants, un mari » qu'il a révélée au monde, pièce traduite en plus de 5 langues, Guillaume Oyonombia dit ne rien regretter, même comme la partie n'a pas toujours été reconnaissante. Je ne regrette rien, mais je sais que j'ai fait de mon mieux. Peut-être que le Cameroun trouve encore que je n'ai pas encore assez donné. Seulement le Cameroun pourrait m'en donner beaucoup plus d'années de vie que Dieu, lui, ne m'en prête. Personne n'ayant proclamé qu'il rend à Oyonombia ce qu'il a donné, ça suppose que peut-être ce que je donne n'est pas encore assez suffisant. Peut-être que si Dieu me prête encore vie, je continuerai à donner. Sans attendre que quoi, je pourrais le faire. Sans qu'il fût question que j'en demandasse quoi que ce soit en rétorsion. Seulement, s'il vous plaît, ne venez pas avec tout le grand attirail le jour de mon enterrement pour dire « Oh, il est pu ». Je n'ai pas demandé à pu, j'ai demandé à être. Le posthume n'a jamais plu aux morts. Est-ce que vous avez entendu des applaudissements à partir de la tombe? Que je suis content, vous êtes là, merci. Non, les morts sont avec nous. Seulement,
Les morts sont avec nous et ils seraient plus heureux avec nous si de leur vivant, vous leur aviez rendu la vie possible et autrement dit agréable. Alors ne venez pas vous réjouir à la mort de quelqu'un. Là, c'est vos réjouissances propres. Ce que vous venez sacrifier là, ça ne fait que des morts de plus en termes de brebis et autres, et de chèvres. Ne venez pas tuer les chèvres quand je serai mort, alors que personne ne me tue pas le moindre, personne ne me tue le moindre coq quand je vis. Ce n'est pas là où vous mourrez, c'est la façon dont vous mourrez qui compte. Ce que moi je souhaiterais, c'est que tout se passe aussi calmement que j'aurais vécu. Parce que je suppose que j'ai été calme. Je suppose que malgré les petites saillies, les petites moqueries que je fais aux gens, enfin, ça fait partie du caractère. Que personne ne précipite ma mort sous prétexte qu'il veut me voir mort. Et lui, serait quoi? 20 ou 30 ans après, toujours aussi mort que moi. Je n'ai rien contre personne. Je ne voudrais pas vous dire, par exemple, que tel. Non, 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 non. Je ne souhaite dans le paradis que Dieu me mènerait que de voir le monde entier y affluer. Et non de dire que tel était pécheur. Machin. Non, non. Ce qu'on garderait, moi, c'est de structurer quelqu'un qui n'a aucune rancune pour personne. Quels qu'aient pu être les méfaits, quels qu'aient pu être n'est-ce pas, les atteintes ou à ma dignité ou à quoi que ce soit. Mais qu'il soit dit que Younoumbia est quelqu'un qui a aimé tout le monde. Et qui, n'ayant pas pu connaître tout le monde, envoie tout ce qu'il n'a pas connu, son amour et sa fraternité. Guillaume Younoumbia a beaucoup fait pour la littérature africaine et son parcours méritait d'être connu. Bonsoir.